Nouvelle pression de la justice internationale contre Israël. La plus haute juridiction de l'ONU, la Cour internationale de justice, ordonne à l'État israélien de stopper son offensive militaire à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Et pour commenter et analyser cette décision, nous sommes en direct avec l'avocat international Yohann Soufi. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir, merci de votre invitation. Alors je précise que vous avez précédemment travaillé pour l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Et avec nous en plateau, notre éditorialiste Slimane Zeguidour. Bonsoir Slimane. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Alors Yohann Soufi, une première réaction peut-être d'abord à cette décision de la Cour internationale de justice d'ordonner à Israël de stopper son offensive à Rafah. Est-ce que ça peut changer quelque chose sur le terrain ? Il faut l'espérer parce que c'est une décision contraignante, non seulement pour les parties au conflit, c'est-à-dire Israël et le Hamas, mais pour l'ensemble de la communauté internationale. Donc évidemment, il faut espérer que cette décision juridique maintenant se traduise par des actes politiques concrets sur le terrain. Et justement, l'information qui nous parvient à l'instant, c'est que le chef de l'ONU le dit et l'affirme, les décisions de la CIJ sont contraignantes et doivent être respectées. Israël a de son côté réagi en estimant que son offensive ne risquait pas d'entraîner la destruction du peuple palestinien. On a quand même le sentiment que l'État israélien cherche à faire une sorte de pied de nez quand même supplémentaire à la justice internationale. Oui, mais j'allais dire c'est un pied de nez qui ne date pas malheureusement ni même de cette année. C'est une négation du droit international qui continue depuis des années et malheureusement Israël s'enferme et s'isole davantage chaque jour sur la scène internationale. Se renferme et s'isole sur la scène internationale. Slimane Zeguidour, qu'est-ce qu'il faut retenir d'autre de la décision qui a été rendue aujourd'hui par la Cour internationale de justice ? La Cour internationale de justice, c'est quand même la plus haute institution judiciaire de l'ONU et donc elle jouit d'un respect unanime. Ce qu'il faut retenir, c'est que elle reste au niveau du droit, ne fait pas de la politique. C'est-à-dire que le fait, par exemple, qu'elle dise qu'il y a un risque plausible de génocide ne veut pas dire que Israël commet un génocide. Elle rappelle juste... Là, en l'occurrence, aujourd'hui, elle parle surtout de l'éventualité d'une destruction physique des Palestiniens à Gaza. Mais justement, c'est que la notion de génocide, on la comprend de façon un peu spontanée comme une volonté d'éradiquer toute une population. Mais la définition juridique qu'elle a été établie par la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide en 1948 et dont Israël est signataire, elle dispose de quels sont les critères qui peuvent définir qu'il y aurait un risque plausible de génocide. Il y en a 5. Exposer une population à la famine ou au manque de soins, déplacer, désarticuler des groupes humains, bref, il y en a à peu près 5. Dans la crise de Gaza, dans la guerre à Gaza, on en a coché déjà 3. Le crime de génocide n'est pas l'élimination totale d'un groupe humain, c'est le groupe humain qui est sous l'emprise de l'armée assaillante sur le moment. C'est pour ça que le crime par exemple, Srebrenica, il n'y a eu que 7000 musulmans bosniaques tués, mais il n'empêche qu'il a été décrété comme génocide. Yohann Soufi, cette notion de génocide, elle fait beaucoup débat aujourd'hui. Certains estiment que cette accusation de génocide vis-à-vis d'Israël franchit d'une certaine manière un seuil moral, surtout quand on parle d'un État qui a servi de refuge aux survivants de la Shoah, de l'Holocauste. Est-ce que vous entendez, vous comprenez ces arguments ? J'entends l'émotion à chaque fois que l'on, heureusement encore que l'on parle de génocide, mais je m'interroge en réalité sur le sentiment qui viendrait à rejeter le crime de génocide pour minorer d'une certaine manière la souffrance à laquelle est confronté le peuple palestinien aujourd'hui. Comme l'a rappelé votre journaliste, il appartiendra aux tribunaux internationaux de constater ou non
l'existence du crime de génocide en fonction des individus qui seront poursuivis. Je rappelle que la Cour pénale internationale, en tout cas le procureur, envisage aujourd'hui de poursuivre Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant pour le crime contre l'humanité d'extermination et de persécution, pas pour le crime de génocide, mais on n'en est pas loin dans l'élément intentionnel. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut davantage se concentrer sur le risque de génocide qui, lui, est établi par la Cour internationale de justice et qui déclenche des obligations pour les États, notamment celui de prévenir le risque de génocide. Et c'est ce en quoi la Cour, aujourd'hui, appelle Israël à stopper son intervention sur Rafah, à laisser entrer l'aide humanitaire et les enquêteurs du Haut Commissariat aux droits de l'homme pour enquêter notamment sur les crimes qui sont commis aujourd'hui à Gaza. Et Yohann Soufi, pour en revenir à l'autre juridiction qui maintient une pression sur Israël, donc la Cour pénale internationale, qui est différente de la Cour internationale de justice qui dépend de l'ONU. Vous disiez, donc le procureur a effectivement demandé l'émission de mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou, contre son ministre de la Défense, contre aussi des responsables du Hamas. Est-ce que vous comprenez toutes les voix qui se sont élevées cette semaine pour dire on ne peut pas mettre dans le même panier Benjamin Netanyahou et les responsables du Hamas? Non, je ne les comprends pas parce qu'en réalité, on ne fait pas d'équivalence entre les deux parties à un conflit. On constate simplement que l'une des parties comme l'autre a commis des crimes au regard du statut de Rome, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, qui sont d'ailleurs différents pour chacune des parties. En ce qui concerne le Hamas, c'est notamment les meurtres, la torture et la prise d'otages le 7 octobre et la prise d'otages qui continue aujourd'hui. En ce qui concerne Israël, c'est notamment l'imposition de la famine comme une méthode de guerre, mais aussi, je l'ai rappelé, les crimes contre l'humanité, d'extermination et de persécution. Donc, ce sont des crimes totalement différents. Simplement, de dire que Israéliens comme Palestiniens ont droit à la justice, les victimes ont le droit à la justice, et c'est simplement ce que rappelle Karim Khan en sollicitant des mandats d'arrêt contre les dirigeants du Hamas et contre les dirigeants israéliens. Et alors, on ne sait pas encore pour l'instant si ces mandats d'arrêt vont être émis. Comment est-ce que ça va se passer? Comment est-ce que les juges de la Cour pénale internationale décident d'émettre ou non un mandat d'arrêt? Alors, les juges ont un rôle de confirmation. En réalité, c'est le procureur qui mène des enquêtes et qui, lorsqu'il considère qu'il a des motifs raisonnables de croire que des crimes ont été commis, fait une demande de mandat d'arrêt. Donc aujourd'hui, les juges ils vont simplement regarder si la requête est justifiée en fait et en droit, et si c'est le cas, eh bien ils doivent lancer des mandats d'arrêt. Ils n'ont pas de pouvoir discrétionnaire comme c'est le cas pour le procureur. Simplement de rappeler quand même que le procureur a pris d'une certaine manière des mesures pour s'assurer de la crédibilité de ces accusations. Il a fait appel notamment à des personnalités du monde juridique. Je pense à Amal Clooney, que votre public connaît bien. Mais qui est avocate internationale. Voilà, le juge Théodore Meron, qui est un juge extrêmement réputé dans le milieu de la justice pénale internationale, qui est à la fois américain et israélien, et qui a présidé notamment le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Donc, il y a une forme de rigueur et de solidité à la requête du procureur. Mais Yohann Soufi, il y a un an, la CPI, on le sait, a émis un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine, le président russe. Et pourtant, un an après, le Kremlin estime toujours que ce mandat d'arrêt n'a aucune valeur juridique. La guerre en Ukraine se poursuit. On peut se demander à quoi ça sert finalement d'émettre des mandats d'arrêt si ça ne change rien sur le terrain. Mais parce qu'il faut bien distinguer la justice pénale internationale de sa mise en œuvre. La justice n'a pas malheureusement de moyens de contrainte à sa disposition, si ce n'est celle que les États lui fournissent. Et on le voit alors à la fois pour le mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine et pour le mandat d'arrêt qui peut-être sera émis contre Benjamin Netanyahou ou Yoav Gallant ou contre les responsables du Hamas dans les semaines à venir. Et bien après, il appartient aux États de s'assurer qu'ils sont mis en œuvre. Simplement, je note quand même que Vladimir Poutine ne s'est pas rendu au sommet des BRICS en août 2023,
qu'aujourd'hui son monde est quand même bien plus restreint puisqu'il ne peut plus voyager dans 124 États membres de la Cour pénale internationale, et c'est aussi le sort qui attend Benjamin Netanyahou, Yoav Gallant et les responsables du Hamas si les mandats d'arrêt sont confirmés. Alors Israël et le Hamas aussi sous pression de la justice. Israël est aussi sous pression politique. Et on l'a vu cette semaine, l'Espagne, l'Irlande et la Norvège ont reconnu un État de Palestine. Slimane Zeguidour, pourquoi ces trois pays ont pris cette décision ? Ils l'ont prise d'abord parce que l'État palestinien, c'est une préconisation du droit international. Ce ne serait qu'une mise en conformité avec le droit international. Mais au sein de la diplomatie européenne, la reconnaissance de l'État de Palestine divise déjà les 27. Il y a déjà 12 qui reconnaissent l'État de Palestine et les autres ne refusent pas. Ils pensent que ce n'est pas le moment de le faire. Mais personne n'en rejette le principe qui est un principe de droit international. Alors pourquoi il y a une différence entre des pays comme l'Irlande, l'Espagne ou la Norvège, qui n'est pas membre de l'Union européenne, qui reconnaissent l'État de Palestine et pas les autres? Parce que il y a les pays qui, comme l'Allemagne ou l'Autriche, qui furent le théâtre de l'horreur de la Shoah et qui se sentent investis d'une sorte de sentiment de culpabilité qu'ils pensent qui devrait les conduire à des comportements extrêmement, avec beaucoup de doigté, avec tout ce qui concerne le monde juif et évidemment Israël. Le premier point. Le deuxième point, il y a des États européens qui sont très sensibles aux orientations américaines. C'est-à-dire, tant que l'Amérique n'a pas décidé de reconnaître l'État de Palestine, eux ne le feront pas. Il y a des pays qui n'ont pas connu, qui n'ont pas été des théâtres de la Shoah, comme l'Espagne, comme l'Irlande, qui sont plus indépendants par rapport aux pressions américaines et qui, eux, pensent qu'à travers cette crise, cette tragédie, c'est le moment ou jamais de reconnaître l'État de Palestine. Pourquoi? Pour en faire un interlocuteur à même de négocier un traité de paix définitif conformément au droit international. Yohann Soufi, je me tourne vers vous. Le fait de reconnaître un État palestinien sans accord juridique sur le délimité des frontières de ce territoire, est-ce que ça ne risque pas de poser finalement plus de problèmes qu'il n'y en a déjà aujourd'hui ? Non, parce que les États européens et les États occidentaux en général parlent d'un processus de paix dont la solution est celle de deux États. Eh bien, ça commence d'abord par reconnaître l'existence de l'État palestinien, ce que 143 États du monde ont déjà fait. Donc, d'une certaine manière, aujourd'hui, la position des pays occidentaux est en minorité sur la scène internationale. Mais non, parce qu'en réalité, le droit international a déjà posé les bases de ce que constitue l'État de Palestine. Alors après, c'est toujours possible de négocier entre les différentes parties, mais par exemple, la Cour pénale internationale a considéré en février 2021 que le territoire palestinien était constitué de la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est et la bande de Gaza. Donc, d'une certaine manière, il n'y a pas de problème sur ce que constitue aujourd'hui le territoire palestinien. Il y a plus de problèmes sur la colonisation et l'occupation illégale de ce territoire par Israël. Et c'est notamment ce qu'a condamné la Cour internationale de justice en 2004 et aujourd'hui qui est saisie à nouveau d'un avis consultatif par l'Assemblée générale des Nations unies pour se prononcer sur les conséquences de cette occupation illégale. Et une dernière question, Yohann Soufi, vous travaillez pour le TPIR, le Tribunal pénal international pour le Rwanda. Vous pensez que ce type de tribunal spécialisé peut être un modèle de justice intéressant, alors peut-être pas tout de suite, mais dans les prochaines années, pour lorsqu'il s'agira de rendre justice aux victimes israéliennes du 7 octobre 2023, aux victimes de la bande de Gaza et aux victimes de Cisjordanie occupée? Oui, alors le problème du tribunal pour le Rwanda, c'est qu'il avait été créé par le Conseil de sécurité et donc il est soumis à un veto américain. Mais moi, vous savez, mon rêve d'une certaine manière, ce serait un tribunal hybride, à la fois international et local, avec des Israéliens et des Palestiniens qui traitent des questions de justice et de lutte contre l'impunité, parce que ces deux peuples, en réalité, sont liés à la fois dans leur histoire et dans leur avenir. Merci. Et je pense que la justice internationale a réellement un rôle à jouer pour cela. Merci beaucoup, Yohann Soufi, avocat, et merci à vous, Slimane Zeguidour, éditorialiste à TV5 Monde.